toutes et à tous, très heureuse de vous revoir de nouveau à travers cette émission Entretien Vision 26, votre magazine sociopolitique culturel couvrant les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de le découvrir et de recevoir dans notre plateau M. Ndamba Tiké. C'est un jeune entrepreneur qui évolue dans son structure qui est Tiké Coopération, qui est chargé sur la prise en charge médicalisée spécialisée à l'étranger. Avec lui, bien sûr, dans ces numéros, nous allons parler de l'entrepreneuriat face à la jeunesse, cas d'éthique et coopération sur la prise en charge spécialisée à l'étranger. Mais avant de lui donner la parole, je vous laisse en compagnie de son portrait et retrouvons-nous juste après. Entretien Vision 26 reçoit M. Tik Ndamba, président et secrétaire exécutif officiel de TIC Coopération, qui est une structure spécialisée depuis 3 ans déjà sur la prise en charge médicale spécialisée et touristique en Inde. Né à Kinshasa le 20 octobre 1990, fils de M. Joseph Ingengwa Bokungu et Madame Antoinette Ndamba Bokungu, marié et père d'une famille. M. Tik Ndamba a fait ses études secondaires à l'Institut technique industriel d'Endjili, où il a obtenu son diplôme d'État en électronique en 2009. C'est mon bureau. Les fichiers sont là. C'est ici que je planque les livres. Ça, c'est un cadeau de mon papa, la Bible de Jérusalem. C'est un livre avec tous les commentaires, inclus les 7 livres de la Bible qui manquent dans la version normale. Pour toi, mon fils, ton cadeau précieux, ton guide spirituel, ton papa, IGG. Merci papa pour le bouquin. J'ai déjà terminé le livre des rites. Le livre de rites dans la version ordinaire de la Bible, il n'y a pas, mais ici, il y a ça. Donc il y a plus de commentaires dans ce livre que dans d'autres livres. Merci beaucoup. Et ça c'est pour Pasteur Roland, l'Impact des rencontres sur la destinée. Ça, c'est un livre fantastique. Et je recommande à tous les leaders de livres aussi, c'est intéressant. En 2016, il obtiendra son certificat en réseau informatique en Inde. Et au cours de cette même année 2020, il a obtenu son diplôme de master toujours en Inde à Bachin Knowledge Park, soit parc de connaissances du baccalauréat en français. Grâce à son dévouement, son sens de l'entrepreneuriat, aussi jeune qu'il est, cela a suscité notre curiosité à sa personne. Là, c'est notre cellule, comme notre cerveau. C'est ici que tout ça se passe, là où le cerveau réfléchit, pour exécuter tout ce que nous avons comme projet et autres. Donc, comme vous voyez, c'est le bazar parce que c'est vraiment le travail qui se passe ici. Donc. Suivez Entretien Vision 26, présenté par Grace Kapinga, avec comme sujet l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Bonjour M. Tiké. Bonjour madame. Merci de nous avoir ici dans votre cadre qui est Tiké Coopération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Vous êtes un jeune entrepreneur spécialisé dans la prise en charge médicalisée à l'étranger. Dites-nous un peu qui est M. Tiké Ndamba et c'est quoi en général Tiké Coopération? Je m'appelle Tiké Ndamba, comme vous le dites, je suis entrepreneur. Je travaille dans le secteur médical, de l'éducation et puis dans le secteur de business. Nous représentons Apollo Group au Congo dans notre secteur médical. Nous représentons aussi KIT University
dans notre secteur de l'éducation et nous représentons Intello Healthcare dans notre secteur de facilitation de business. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Vous vous êtes spécialisé dans ce que vous venez de dire tout de suite, mais avant de commencer, c'est quoi Ticket Coopération? Parlons de la création jusqu'à la concrétisation. Ticket Coopération est né en 2013. En fait, j'ai travaillé chez les Indiens. Je travaillais chez les Indiens étant interprète. Étant jeune étudiant en Inde, j'étais aussi interprète dans des hôpitaux. Et après quelques temps, il y avait beaucoup de problèmes qui se posaient quand j'ai interprété. Parce que des patients, quand ils venaient, ils racontaient beaucoup de difficultés dont on ne pouvait pas répondre parce que le service que les Indiens offraient était limité. Et étant celui qui était en train d'aider le patient, je me suis dit, pourquoi ne pas rassembler tous les autres services-là qui entouraient, qui dans les entreprises indiennes ne donnaient pas, pourquoi ne pas rassembler ça et commencer à offrir ça à nos frères qui venaient pour le soin. Et c'est là l'idée est venue. On a essayé de recenser tous les services qui étaient autour, que les gens ne pouvaient pas, les Indiens ne pouvaient pas donner. Et on a commencé à donner, c'était ça la naissance de Ticket Coopération depuis 2013. C'était quoi l'objectif de la création de cette structure? L'objectif c'était de couvrir tout le processus de traitement que les gens avaient. Parce que quand les gens viennent après l'hôpital, ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas quoi faire, où partir. Et l'idée était venue, pourquoi ne pas commencer à rendre service depuis le commencement jusqu'à la fin, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'hôpital. Voilà pourquoi on a énuméré des services et on a rassemblé un paquet de services et on a commencé à offrir. Donc, la motivation, c'était d'aider correctement nos frères qui venaient se faire soigner en Inde. Voilà, pour obtenir cette prise en charge, le visa, quels sont les procédés qu'il faut entamer chez Ticket Coopération pour... Bon, j'aimerais d'abord parler de notre mariage avec Apollo Hospitals. Okay. On a commencé Ticket Coopération en 2013 et c'était en 2017, vers la fin, qu'on a signé un contrat avec Apollo, un contrat exclusif avec Apollo. Apollo, c'est la plus grande chaîne hospitalière indienne. Nous avons au total 64 hôpitaux et 8000 cliniques. Donc c'est en Inde le plus grand nom quand on parle de secteur de santé, c'est Apollo. On est représenté dans tous les États indiens, partant par Chennai jusqu'à Jaipur, passant par Mumbai, partout dans les États indiens, Apollo est présent. Le mariage avec Apollo nous a facilité d'avoir la visibilité et en 2018, vers la fin, on a commencé ce projet et en 2019, au début, on a inauguré ce bureau pour faciliter, être en contact avec le patient à partir d'ici. Parce que quand quelqu'un veut voyager pour l'Inde, c'est un peu compliqué. Souvent, nous avons des contacts, nous prenons des contacts à partir d'ici. Donc, nous, on est en Inde et nous prenons des contacts à partir d'ici. C'est vraiment pas facile de convaincre quelqu'un de venir à travers vous. Parce qu'il y a de l'escroquerie, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et l'idée, c'était de venir à la source, là où les patients sont là, commencer à être en contact avec eux depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'était un peu ça l'idée et c'est vraiment ce que nous faisons comme service. Quels sont les services, hormis la prise en charge médicalisée spécialisée, quels sont les services que Ticket Coopération offre à ses clients au-delà de la prise en charge? C'est la facilitation de visa, ça c'est la première des choses. Visa à part l'Inde? Non, nous sommes orientés vers l'Inde. Nous faisons la facilitation, le pont entre le Congo et l'Inde. Seulement, nous ne sommes pas dans d'autres pays. Non, nous faisons le pont entre le Congo et l'Inde. Donc ceux qui veulent partir en Inde pour le service qu'on a énuméré, on les facilite. Et si les Indiens veulent venir au Congo dans ces domaines-là, on les facilite. Donc si quelqu'un veut partir pour les soins médicaux, nous avons d'abord besoin de son rapport médical. Avec notre équipe, on fait la traduction de ces rapports en anglais, on l'envoie à l'hôpital. L'hôpital nous donne l'estimation, combien ça va coûter les soins, c'est quoi les diagnostics, combien de jours il va faire et tout ce qui est autour de son traitement. Il nous donne ces rapports et nous faisons l'estimation globale pour le patient. On lui présente des hôtels qui sont aux alentours de l'hôpital et
Lui, il va choisir, peut-être il paye l'hôtel de 100 $ ou 20 $. Nous faisons un budget général. Combien ça va vous coûter les billets, combien ça va vous coûter l'hôtel, combien ça va vous coûter à manger, combien ça va vous coûter les transports. On vous donne un budget général, un package. Votre voyage, ça va vous coûter un X montant. Et à partir d'ici, nous facilitons le visa. La procédure à entamer pour la facilitation de à arriver là-bas. Non, quelqu'un, on va avoir son invitation à l'hôpital et avec le rapport médical, on monte le dossier et on donne aux patients pour aller déposer. Parce que souvent, comme vous le savez, au Congo, nous ne sommes pas familiers avec les ambassades. Nous pensons que les ambassades, c'est difficile, alors que ce n'est pas souvent difficile. Donc nous organisons les dossiers, nous montons les dossiers et nous remettons aux patients pour déposer à l'ambassade afin qu'il puisse avoir le visa. Une fois qu'il a le visa, il prend son avion. Une fois qu'il atterrit à Delhi, nous avons une équipe d'accueil, des hôtesses d'accueil. Nous avons un contrat avec une entreprise d'accueil là-bas à l'aéroport. Donc on va vous prendre depuis le pied d'avion. En sortant de l'avion, vous allez voir un panneau avec votre nom écrit dessus. Si vous voyez les panneaux, on vous accompagne, on vous met dans un lounge, comme on dit, pour vous reposer. On vous aide avec les démarches de l'immigration, on vous aide à récupérer vos bagages jusqu'à la sortie. À la sortie, il y aura déjà un taxi qui va vous attendre. Directement, vous montez dans le taxi jusqu'à l'hôtel, votre hôtel qui a été réservé au préalable. Et une fois à l'hôtel, vous aurez rencontré l'interprète, la personne qui va être en charge de vous sur place là. Vous allez échanger, il va vous expliquer comment ça se passe et vous allez commencer votre processus de soins médicaux. À chaque jour, à chaque fois que vous avez des rendez-vous, c'est lui qui va organiser. Il va vous dire quand est-ce que le médecin sera là et quel jour. Donc il organise tout. Une fois que vous êtes à l'hôpital, il va vous aider à interpréter, à payer, parce que là-bas c'est l'anglais, nous parlons français, c'est un peu difficile. Il va aider tout ce processus-là à l'intérieur de l'hôpital. Et si on vous loge dans un rayon de 5 km de l'hôpital, on vous donne les taxis gratuitement. Donc le taxi va vous prendre chaque jour de votre hôtel jusqu'à l'hôpital. Et après, une fois que vous terminez, le taxi vous prend à l'hôpital et vous dépose à votre hôtel. C'est là jusqu'à ce que vous allez terminer votre traitement. Et notre travail se termine le jour qu'on vous dépose à l'aéroport pour prendre l'avion et revenir à Kinshasa. Merci. Je rappelle, nous sommes accompagnés de M. Ndamba-Ti, qui est président et CEO de Ticket Coopération. Nous poursuivons cet entretien sur la prise en charge médicalisée et l'entrepreneuriat face à la jeunesse. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous évoluez dans de prises en charge et autres. Dites-nous un peu, en tant que jeune entrepreneur, comment vous personnellement définissez-vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. C'est cette capacité que quelqu'un a à concevoir un projet et à le piloter. C'est-à-dire, vous imaginez un projet, vous le concevez et puis vous pilotez. Ça peut réussir ou ne pas réussir, mais c'est cette attitude-là, cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est ça d'ailleurs, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez commencé l'idée de Ticket Coopération, vous l'avez concrétisé aujourd'hui, nous sommes ici dans vos bureaux, nous voyons comment tout se déroule très bien. Alors, depuis la création des Ticket Coopération, combien de patients qui ont déjà opté de visa via Ticket Coopération? Beaucoup, beaucoup. Ça fait depuis 2013 que nous sommes opérationnels. Ça fait aujourd'hui 7 ans. Mais ça peut faire 10 ans, 20 ans, mais nous voulons savoir combien de patients... Il y a beaucoup de patients qui passent par nous. Et notre plus grand partenaire ici au Congo, c'est la DGI. C'est nous qui recevons tous les patients de la DGI. C'est une grande entreprise, vous le savez. Et nous sommes en contact avec plusieurs autres entreprises, comme la SNEL, la DGDA. C'est via votre crédibilité ou via une... C'est la crédibilité. Connaître ce qui se passe au Congo. Vous pouvez connaître quelqu'un qui travaille à la DGI, il fait la commission et tout. Non, nous avons un contrat officiel. Un contrat officiel avec la DGI. C'est-à-dire que si la DGI a des patients qui veut envoyer à l'extérieur, c'est nous qu'elle contacte. Et c'est nous qui faisons tout ce que nous avons expliqué là et nous rendons ces services à la DGI. Et d'autres entreprises aussi que j'ai citées, on est en contact avec eux. Mais on n'a pas encore de contrat officiel avec eux, mais avec la DGI, nous avons un contrat officiel. C'est grâce à la crédibilité, comme vous dites, à notre chérie, et grâce aussi à Apollo, parce qu'Apollo c'est un grand nom. Au moment qu'il nous a pointé ici au Congo, être son représentant, ce n'est pas quelque chose de petit. Parlons d'entrepreneuriat. Il y a un monsieur qui m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi l'entrepreneuriat chez les jeunes marche dans les autres pays, mais au Congo c'est tout un problème? C'est la philosophie derrière les gens en fait. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, les gens sont entraînés.
sont entraînés à entreprendre. Parce qu'il y a une différence entre l'éducation et l'entraînement dans la vie réelle. L'éducation, c'est ce que nous partons à l'école chercher les diplômes et tout ça. Mais la vie réelle est vraiment très loin, très vaste que ce que nous faisons à l'école. Ailleurs, comme en Inde, comme je disais auparavant, il y a ce qu'on appelle les family business. Vous allez voir un papa qui a sa boutique, en train de vendre des sucres et tout ça. Il a déjà son enfant de 8 ans qui est à ses côtés. Il est en train de vendre, de parler avec des clients, d'aller faire des commandes. Il a déjà 8 ans. Et ce garçon-là, quand il aura 18 ans, vous allez voir qu'il a déjà 10 ans d'expérience dans les affaires. Je ne pense pas que ce garçon-là aura le même niveau qu'un licencié qui sort à l'UNIKIN, qui n'a même pas travaillé. Donc, c'est un peu ça la différence, c'est la partie coaching qui manque chez les jeunes. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 6 ans, il a terminé les études, il a fait 6 ans, mais il n'a pas encore travaillé. Et il continue à chercher le travail. Or, il ne sait pas qu'il peut créer le travail. Donc, on nous entraîne... Mais quand vous parlez de créer, il faut avoir un soubassement. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un soubassement. Comme je disais... Comment on peut créer son soubassement? L'entrepreneuriat, c'est juste une idée. Tu as une idée et tu conçois cette idée, ça devient un projet et tu commences. Comment concevoir cette idée? Beaucoup ont des idées, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est ce que je disais. Et l'État congolais aussi n'aide pas assez de jeunes entrepreneurs comme nous les connaissons. L'État n'aide pas toujours. Et on ne peut pas toujours attendre l'État pour commencer. Vous voyez, je donne juste un exemple. Vous avez besoin d'aller à Victoire. Vous êtes chez vous dans votre maison et vous voulez aller à Victoire, n'est-ce pas? Victoire, c'est quoi? C'est un projet, c'est une vision. Maintenant, quand vous êtes chez vous à la maison, dans votre tête, vous voulez aller à Victoire. Et quand vous êtes chez vous, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est peut-être se laver. C'est peut-être repasser sa chemise. Peut-être repasser son pantalon. C'est déjà la première étape qui vous amène vers les projets que vous avez d'aller à Victoire. Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir tout. Mais on peut commencer. Il y a des gens qui ont des projets, comme vous dites là, mais le premier pas, le pas qu'il peut faire maintenant, il n'arrive pas à faire ça. Il attend que les choses soient données par l'État, que tout soit prêt. Non. Il faut commencer, faire le premier pas. Voilà pourquoi je dis souvent, les entrepreneurs sont des leaders. Tout entrepreneur, c'est un leader. Comment, par exemple? Comme moi. C'est vraiment une force mentale, c'est vraiment l'attitude et le courage de commencer à faire le premier pas. On ne peut pas parler de changement sans leadership. On ne peut pas parler de l'innovation sans leadership. On ne peut pas parler de l'amélioration sans leadership. Rien ne marche sans leadership. Donc le leadership est tout. Voilà pourquoi je parle de cette partie qui manque au Congo, le coaching, de former les gens, d'être courageux, d'être ambitieux, d'être positif pour commencer. Toute autre entreprise qui a commencé au monde, ça a commencé par la pensée. Même la chaise que vous êtes assise, c'était la pensée. Mais quand la première personne qui a commencé à penser la chaise, peut-être la personne n'a pas vu cette chaise, n'est-ce pas? Il a commencé à faire quelque chose qui ressemble à la chaise. Et avec les années qui passent, l'amélioration, on a pu avoir ce genre de chaise. Donc si on ne commence pas, on sera toujours là en train d'attendre l'État, attendre le gouvernement, et on ne va rien faire. Quand est-ce que vous vous êtes senti prêt pour entreprendre? Depuis le bas âge. Depuis le bas âge, j'avais 10 ans quand j'ai commencé à vendre le pétrole. Pétrole? Pétrole, je suis grandi à Mbandaka. À Mbandaka, à l'Équateur. Et là-bas, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Ma maman m'avait expliqué quelque chose de simple. Il m'a dit, la bouteille de pétrole à l'époque coûtait, je crois, 100 francs. Il me dit, si vous avez une bouteille de pétrole, et que une bouteille de pétrole contenait 10 quantités de linzanza, de tomates de pétrole. Il me dit, si tu vends cette bouteille-là, tu as acheté ça à 100 francs, mais tu auras le bénéfice de 200 francs. C'est-à-dire que tu peux vendre ça à 300 francs. C'était ça quand je commence. Et petit à petit, à l'âge de 17 ans déjà, j'avais créé ma première entreprise. J'avais comment on appelle ça, le casino, comme on l'appelle souvent ici, de salle de jeu de PlayStation. À 17 ans déjà, j'avais ça. À 18 ans, j'avais et la salle de jeu et un petit cabine téléphonique.
Donc à 18 ans, j'ai engagé déjà les gens. Donc vous combinez les études et... Oui, j'ai combiné les études. À 18 ans, à 19 ans, quand j'ai commencé l'ISTA, j'avais déjà ça et j'étais chauffeur en même temps de ma petite soeur. Parce que ma grande soeur avait engagé quelqu'un pour déposer ma petite soeur à l'école chaque matin et il lui payait $100. Je me suis dit, oh, mais moi je sais conduire, pourquoi ne pas moi prendre ces $100 là qui est donné à une autre personne? Donc à 18, 19 ans déjà, j'avais mon entreprise à moi et j'étais chauffeur de ma petite soeur. Donc chaque 5 heures, je me réveillais pour déposer ma petite soeur à l'école et à la fin du mois, j'avais un salaire. Donc c'est un peu ça, et quand je suis arrivé en Inde, étant étudiant, je me demandais toujours qu'est-ce qu'on fait ici comme travail, qu'est-ce qu'il y a ici comme travail. Et quand j'ai cerné le travail, j'ai commencé, et petit à petit, et après on a eu cette initiative de créer en 2013 cette entreprise. C'était une idée qui a commencé dans ma petite chambre, et aujourd'hui c'est ce que vous voyez ici. On est un entrepreneur ou on apprend l'entrepreneuriat? On apprend. Et l'entrepreneuriat et le leadership, on n'est pas avec. On est avec le potentiel du leadership, mais on apprend à devenir leader. Et quels sont des signes qui démontrent que cette personne, c'est un entrepreneur, cette personne... C'est quelqu'un qui est créatif. C'est quelqu'un qui est créatif en fait. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'est pas plaintif. C'est quelqu'un qui fait des actions en fait. Quelqu'un qui n'est pas paresseux. Vous voyez, vous pouvez être à la maison, dans votre maison, et vous avez un petit frère là, qui est avec, dont tout le monde envoie. Va faire ça, va faire ça. Et celui-là ne se plaint pas. Ce sont des attitudes qui démontrent que quelqu'un ici, il peut être grand. Et les gens qui ont toujours tendance à se plaindre, de penser qu'ils sont de grandes personnes, qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ce sont des attitudes qu'on doit bannir. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la créativité. Nous tous, nous avons ça. Mais on doit être entraîné. Voilà pourquoi je parle toujours de coaching part. Entraîné, comment? Entraîné, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui peut voir des choses que toi, tu ne vois pas sur toi-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut t'encourager, qui peut te motiver, qui peut t'aider. Dans la vie pratique, en fait. Vous voulez être journaliste, vous devez être à côté des grands journalistes. Apprendre. Parce que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le journalisme, c'est-à-dire qu'il connaît des choses que vous ne connaissez pas au début. Et si vous êtes aux côtés de ce monsieur-là, il a la capacité de transmettre son expérience, vous transmettre ça peut-être dans 30 minutes ou 1 heure. Et si c'est un bon monsieur, celui-là, il peut vous prendre dans ce que vous êtes comme domaine et vous amener petit à petit vers la grandeur. C'est vraiment cette partie qui manque. Nous avons des leaders qui n'aiment pas enseigner, qui n'aiment pas entraîner les autres. Et nous avons des gens qui ne veulent pas apprendre. Vous voyez, ils pensent qu'ils connaissent. Ils ne veulent pas s'entraîner, c'est apprendre, ils ne veulent pas qu'on les reproche, tout ça. Et vous êtes coincés. Donc, le leadership, c'est vraiment tout ça. Et ce que je vois, c'est ce qui manque aussi dans les églises. Vous voyez, dans les églises, on prêche souvent le bénédiction. Dieu va bénir, Dieu va faire. Mais il n'y a pas une partie d'enseignement. Il n'y a pas vraiment de pasteur qui vous dit comment. Il n'y a pas de pasteur qui vous dit que ça ne descendra jamais. Ça sera un processus. Et que tu dois échouer, et que tu dois être rejeté, et que les gens ne vont pas te comprendre. Et qu'il y a beaucoup de choses dans le leadership que cette partie manque vraiment dans nos enseignements, que ce soit à l'église, à l'école ou dans des familles. L'entrepreneuriat face à la jeunesse africaine, un enjeu ou un défi à relever. Par rapport à votre domaine qui est la prise en charge médicalisée spécialisée en Inde, comment vous arrivez à vous en sortir avec la crise africaine, trop de chômage, de jeunes se débrouillent entre eux? Pour vous, c'est facile? Ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. C'est un choix, c'est une décision, c'est une conviction, c'est une vision qu'on a et on veut y aller. Et on accepte tout, on accepte de payer le prix qu'il faut pour y arriver. Mais ce n'est pas facile. Les études nous démontrent que le chômage de jeunes prend de plus en plus de l'ampleur. Selon vous,
Qu'est-ce qui est la cause de ces chômage? L'ignorance, je peux dire. L'ignorance au niveau de la jeunesse. De la jeunesse. Moi, quand je vois la jeunesse congolaise, des fois ça m'énerve. Ça m'énerve de voir comment les gens passent du temps à boire, passent du temps à l'église, passent du temps dans des concerts, danser, au moment qu'ils peuvent prendre ce temps-là et utiliser ça pour leur propre développement. On dit chaque chose à son temps. Non, on n'a pas de temps. Notre plus grand ennemi, c'est le temps. Vous savez que chaque semaine, nous dormons pendant 2 jours et demi. Vous savez? Chaque semaine, nous dormons pendant 2 jours et demi. C'est-à-dire, on n'a pas le temps devant nous. Nous pensons que nous avons le temps. Or qu'en réalité, nous n'avons pas le temps. Et quand on aura 60 ans, on va dormir pendant 20 ans. À l'âge de 60 ans, le nombre de temps que quelqu'un va dormir, ça sera 20 ans. C'est-à-dire que nous aurons 40 ans de temps que nous serons debout. Et dans ces 40 ans-là, il faut enlever les années qu'on a passées à l'école, il faut enlever les années que nous passons à regarder la télé, il faut enlever les années que nous passons dans des vols, dans des transports. C'est-à-dire qu'on a peu de temps qui nous reste pour produire. Pour que quand on aura 40, 60 ans, que nous puissions avoir cette facilité de dire que je peux aller à la retraite. Mais on peut voir aujourd'hui comment les gens gaspillent le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas dit comment est-ce que le temps est précieux et comment faire pour maximiser le temps, comment faire pour produire avec l'argent, produire de l'argent avec le temps que nous avons. On ne nous paye pas par ce que nous sommes. On nous paye par rapport à la valeur que nous apportons dans la société. Vous avez de la valeur, on vous paye. Vous n'avez pas la valeur, on ne vous paye pas. Ok, de la valeur, on peut l'acquérir que par les temps que nous avons. Comme vous êtes là, vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Vous passez du temps à préparer vos émissions, n'est-ce pas? Vous acquérez de la valeur. Mais pendant ces temps-là, il y a une autre personne qui chatte, n'est-ce pas? C'est ça la différence. Lui, il chatte, vous travaillez, vous accumulez la valeur. Et si on vous paye, c'est normal. Mais si lui n'est pas payé, c'est aussi normal. Donc c'est un peu cette ignorance-là qui manque dans notre jeunesse. Et ça fait que nous avons des gens qui sortent de l'université, il fait 6 ans en chômage, en train de regarder la télé, et en train de, je ne sais pas quoi faire, et c'est vraiment malheureux pour notre jeunesse. S'il faut entreprendre pour un hobby, quel est le montant exact qu'une personne peut mettre en... L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent. C'est le montant, mais tout doit être accompagné avec un soulassement. Non, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas l'argent, c'est l'idée en fait. Mais l'idée à la concrétisation, ça nécessite le moyen. Si, l'argent vient après. Comme je vous ai dit, quand vous voulez partir à Victoire, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord vous laver, n'est-ce pas? Repasser votre habit, n'est-ce pas? Ça ne nécessite pas l'argent. Mais ce que vous dites là, c'est comme vous dites que je vais aller à Victoire, mais je manque l'argent de transport. Oui, l'argent de transport vous manque. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez d'abord vous préparer, repasser votre habit. Déjà, cette chose que vous faites là, ça vous amène déjà vers ce que vous voulez. Et après, l'argent viendra. Vous allez voir, vous ne saurez même pas comment est-ce que l'argent va venir. Ça va venir de soi. Mais vous devez initier par ce que vous avez déjà. Si vous avez 20 $, que ce 20 $ là soit utile à ce que vous avez comme vision. N'est-ce pas? Peut-être le premier pas dans votre vision, ça ne nécessite pas l'argent. Peut-être ça nécessite seulement d'écrire votre projet, de mettre sur papier. Peut-être ça nécessite seulement de parler de ça avec les gens. Parce qu'en réalité, les gens qui peuvent financer votre idée, ils sont toujours à l'extérieur. Si vous ne partagez pas ça, il n'y a personne qui peut savoir qu'il y a un projet. L'autonomisation de la jeunesse nécessite l'appui de l'État? Bien sûr, l'État joue un rôle très important. L'État doit aider la jeunesse. Mais moi, je me dis toujours, si l'État ne le fait pas depuis des années, est-ce qu'on doit toujours attendre l'État? Dans la maison, si le papa n'est pas intelligent et que les enfants deviennent intelligents, souvent, c'est la honte que le papa aura devant ses enfants qui va lui pousser à devenir intelligent. Donc, si les enfants sont plus intelligents que le papa, peut-être le papa sera « Ok, les enfants sont intelligents maintenant. Je veux aussi devenir intelligent. » Donc, c'est ce qu'on doit faire. C'est nous qui devons commencer et mettre la pression à l'État. Mais si nous croisons les bras et que nous attendons... Quand vous parlez de pression, c'est sur base de quoi? La pression, c'est-à-dire si maintenant il y a plusieurs entrepreneurs congolais, plusieurs entrepreneurs dans n'importe quel domaine, nous sommes là partout. C'est l'État maintenant qui va voir. Maintenant, il y a des gens qui ont déjà commencé des choses et venons à leur aide. C'est comme ça que ça se passe. Je vous donne un autre exemple. Les gens partent souvent dans des banques chercher des crédits, n'est-ce pas?
il monte un projet et il l'amène à la banque pour que la banque finance le projet. C'est pas comme ça que la banque peut financer le projet. Non, alors la banque finance comment? Parce qu'il y a un jeune qui m'a dit, ben Madame Grace, on a des projets. De l'autre côté, la banque ne prenne même pas nos projets en considération. Nous ne sommes pas soutenus. En fait, ça on ne peut pas vous soutenir comme ça. Au-delà du courage que nous avons, mais la considération. Il faut commencer, c'est ce que j'ai dit. Si vous amenez, en anglais on dit record, c'est pas en français comment je peux dire. Vous voulez peut-être, vous avez un projet d'un restaurant, un grand restaurant. Votre projet représente peut-être 100 000 $. Maintenant, ça c'est un projet. Mais au début, qu'est-ce que vous faites? Vous devez d'abord commencer, peut-être avec 100 $, n'est-ce pas? Commencer votre projet de 100 000 $ là à une petite échelle de 100 $. Et vous faites ça pendant une année, 2 ans. Et vous amenez ces records-là à la banque. Regardez ce que j'ai commencé. J'ai commencé avec 100 $, n'est-ce pas? Je vendais le Maléoa. Voilà ce que j'avais comme capital. Et pendant 3 ans, regarde ce que je fais. Peut-être dans 3 ans, vous aurez quitté à 100 $. Maintenant, peut-être à 300 $ de capital. C'est avec ça que la banque va dire, OK, ça fait 3 ans qu'il est dans cette affaire et il avait 100 $, après il a maintenant 300 $. C'est-à-dire que si on lui donne 100 000 $ qu'il demande, peut-être il peut faire mieux. Mais comment vous allez amener un projet sur le papier que vous n'avez pas expérimenté? Même moi, je ne vous croirai pas. Même vous. Comment vous n'avez pas expérimenté la chose que vous voulez qu'on vous finance? Non. C'est ce que nous devons faire. Commencer dans cette petite échelle-là. Aller petit à petit, petit à petit. Peut-être pas la banque. Peut-être il y a un monsieur quelque part qui va vous admirer. OK, moi je peux aussi investir dans son affaire. Il peut mettre son argent dans votre affaire et puis ça explose. Donc c'est vraiment cette partie qui nous manque, le premier pas. Nous attendons qu'une autre personne fasse le premier pas pour nous. Voilà, nous poursuivons cet entretien avec M. Ndamba, président et CEO de Ticket Coopération, qui est spécialisé dans de prise en charge médicalisée, spécialisée précisément en Inde. M. Ticket Ndamba, notion de plan d'affaires et modèle d'affaires. Avant de se lancer, il faut nécessairement maîtriser votre domaine. Oh, carrément, il faut oser, tomber carara et tout. On ne sait jamais quoi. Non, il faut maîtriser. Faut maîtriser ce que vous faites. Moi, je lis souvent la Bible et il y a un passage qui me plaît beaucoup dans la Bible. Salomon dit, le cheval est préparé pour le jour de bataille, mais la victoire est à l'Éternel. Il y a deux choses. Le cheval est préparé pour le jour de bataille, mais la victoire, c'est Dieu qui donne. La préparation. Vous pouvez vous lancer dans un truc que vous connaissez ni la tête ni la queue. Vous allez échouer. Il faut connaître ce que vous faites. Il faut maîtriser. Il faut commencer à cette petite échelle-là. Petit à petit, les résultats, ça c'est à Dieu. C'est comme vous mettez la sémence dans le sol. Ce qui se passe à l'intérieur, sous-sol, vous ne maîtrisez pas. Mais vous avez commencé quelque chose et le reste, c'est Dieu. Donc, il faut maîtriser votre domaine. Il faut avoir assez d'informations dans ce que vous voulez faire et commencer les premiers pas. Et après, ça finit toujours par réussir. Revenons dans Ticket Coopération. Quels sont de services que vous offrez à vos clients, hormis le prise en charge médicale? Nous organisons avec Apollo des formations de médecins congolais en Inde et c'est totalement financé par l'hôpital. Les formations, ça peut durer 2 semaines, 1 mois, 3 mois, ça dépend des spécialités que nous offrons chaque jour. Chaque année, nous organisons aussi des conférences ici, le CME, Continuing Medical Education. C'est-à-dire qu'il y a des médecins spécialistes indiens qui viennent ici en Inde entraîner, faire des conférences avec nos médecins sur place ici. C'est-à-dire échanger avec les médecins congolais, présentent leurs difficultés, les défis qu'ils rencontrent en X ou Y spécialité. Et d'autres personnes, d'autres médecins indiens partagent leur expérience, leurs opinions. Et qui prend en charge cette activité? C'est l'hôpital qui prend en charge, c'est Apollo Hospital qui prend en charge. Ok. Monsieur Ndamba, dites-nous, l'entrepreneuriat, on en parle partout en ces moments. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire dans ces instants ici? Tout le monde parle entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat. Parce que quelques personnes commencent à comprendre.
L'entrepreneuriat, c'est le chemin de la liberté. C'est le chemin de la liberté parce que... Liberté financière ou personnelle? La liberté financière. Financière, personnelle, et tout ça. Parce que vous ne pouvez pas devenir riche en travaillant chez quelqu'un. Non, mais tout le monde ne peut pas devenir riche. Dans ces cas, il faut essayer. Tout le monde ne peut pas devenir riche, oui. Mais tout le monde a en lui la chose qui lui dit que tu dois être bien. Vous voyez? Même quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas être riche, c'est ce qu'il dit. Mais au plus profond de lui, il a des choses qui lui disent que c'est toi aussi tu peux faire mieux. Toi aussi tu peux. Voilà pourquoi on a été créé. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné la domination. N'est-ce pas? Il a donné la domination. Donc, à l'intérieur de nous, nous tous, nous avons besoin d'être grands, d'être valorisés, d'être riches, on peut dire. Donc, vous résumez l'entrepreneuriat. C'est le chemin de la liberté. Grand et tout. Oui. L'esprit de la grandeur, de l'estime de soi, de la valeur de soi. Parce qu'une fois que tu arrives quelque part, c'est ce qu'on fait. Aider aussi les autres à aller de l'avant. Donc, l'entrepreneuriat, voilà pourquoi beaucoup de gens se penchent vers l'entrepreneuriat, parce que certains ont compris que c'est le chemin de la liberté. Tu ne peux pas avoir cette liberté si tu travailles chez quelqu'un. Ton travail en sécurité dépend de l'humeur de ton employeur. Si aujourd'hui se lève, bon, vous n'êtes pas très bien habillé, il peut vous foutre à la porte, comme il veut. Mais personne ne vous mettra à la porte de votre propre entreprise. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens se penchent pour cette liberté-là. Vous payez les prix parce que ce n'est pas facile. Payer les prix pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et après, vous pouvez être libre de bouger comme vous voulez, faire ce que vous voulez, passer du temps avec la famille, voyager. C'est un peu cette utopie de cette vie meilleure qui pousse aujourd'hui les gens à entreprendre. Parlons de ticket coopération, pardon. Cette étape-là, votre période-là de l'idée, vous avez conçu l'idée à la concrétisation, cette étape, comment vous l'avez surmontée, comment vous l'avez surpassée? Très difficile. Très difficile, et à chaque fois, vous vous posez des questions, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que c'était facile pour vous de se situer, en fait? Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai compris une chose. Si tu restes si longtemps dans un domaine, il y a certaines personnes dans ce domaine-là qui vont abandonner, qui vont désister. Mais si vous restez longtemps, comme on dit en anglais, if you zoom around long enough in the barbershop, soon or later you will get your haircut. C'est-à-dire, si vous restez longtemps dans un salon de coiffure, tôt ou tard, vous finirez toujours par avoir votre coupe de cheveux. Donc, rester longtemps dans un domaine, ça permet que vous gagnez l'expérience, ça permet que vous gagnez la notoriété, ça permet que vous gagnez la crédibilité des gens. Parce que quand vous cherchez le contrat, on regarde votre background. Qu'est-ce qui sont de base de l'entrepreneuriat chez une personne? La connaissance, madame. La connaissance et c'est avoir ce courage-là de vouloir exécuter ce que vous avez dans votre tête comme idée. Vous avez une connaissance et le courage de dire que ça, je peux le matérialiser. Et le courage de commencer. C'est vraiment ça. Parce que beaucoup de gens sont ignorants. Et ça, les gens refusent de les... Quand on dit ça, ça sonne mal. Beaucoup de gens sont ignorants. On devient... Comment je peux dire ça? Tout ce que nous avons, c'est le résultat de ce que nous avons comme connaissance. N'est-ce pas? C'est comme un ordinateur. Vous ne pouvez pas demander à l'ordinateur la chose que vous n'avez pas introduite. Donc c'est comme ça que l'homme est. Tout ce que nous faisons, c'est limité à la connaissance que nous avons. Et avoir la connaissance, c'est un choix personnel. C'est vous qui décidez, bon, je vais apprendre. Et une fois que vous apprenez, vous avez des connexions dans votre tête qui vous poussent à créer, à monter des idées et avoir assez de courage de l'exécuter. Et c'est-il nécessaire d'avoir de crédit à la banque pour démarrer quelque chose ou démarrer votre projet? Est-ce que la banque nécessairement doit vous accompagner dans votre projet ou il faut commencer avec vos fonds propres? Pas du tout, pas du tout. Il faut commencer avec ce que nous avons. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais valent chaque samedi dans le bar. Qu'est-ce que vous avez avec de bar? Parce que ce sont des choses qui distraient les gens en fait.
Je ne refuse pas que les gens prennent de l'alcool, mais les gens doivent avoir l'autorité sur l'alcool. Et non que l'alcool puisse les reconduire. Ce que nous voyons dans la jeunesse congolaise, c'est comme si les gens ne voient rien et l'alcool les conduit. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais vous allez voir chaque samedi, ils sont en train de fêter. Peut-être 20 $, 30 $, 50 $, ils payent l'alcool. D'où sort cet argent? Ça veut dire qu'il y a l'argent. Ce qui manque, c'est quoi faire avec cet argent? Ce n'est pas nécessaire que la banque vous donne de l'argent. Non, pas du tout. La banque peut vous donner de l'argent si vous avez comment. Je vous ai expliqué le processus. Vous amenez des données à la banque. Regardez, j'ai vendu mon pétrole. J'avais une bouteille de pétrole que je vendais. Maintenant, je sais. Je veux maintenant avoir 5 litres de pétrole. Je manque d'argent, donnez-moi. Monsieur Ndambatike, contrairement aux autres pays, nous voyons l'État accompagne d'abord le projet sans qu'il soit mis en valeur ou quelque chose comme ça. Mais c'est le problème dans notre pays où beaucoup de jeunes déplorent que l'État ne prenne pas en considération le projet. De banque d'ailleurs ne fait même pas attention quand on parle de l'entrepreneuriat chez la jeunesse. C'est normal, c'est normal. Si l'État ne prenne pas en charge le projet, pourquoi attendre encore l'État? Comme je vous dis, ça fait longtemps. Ça fait combien d'années? 60 ans peut-être depuis qu'on a eu, pas 60 ans, notre indépendance. Mais ce sont les mêmes choses de génération en génération. Tout le monde pleure, l'État, l'État, l'État. Alors, vous voulez qu'on attende l'État ou bien vous pouvez commencer avec ce que vous avez? Commençons avec ce que nous avons. Le 50 $ là que tu as dans tes poches, tu peux dire, ok, mon projet a besoin peut-être de 100 $, de 1000 $. Ok, moi j'ai 50 $. Dans les 50 $, qu'est-ce que je fais d'abord pour mon projet? Peut-être avoir des documents. Ok, je prends d'abord mes 50 $ là, je mets pour les documents. Et après, parce que vous ne pouvez pas, comment quelqu'un peut te donner de l'argent au moment que vous-même vous refusez de mettre votre argent? Votre propre projet, vous avez 100 $, vous refusez de commencer votre propre projet. Mais vous voulez une autre personne vous donne de l'argent. Mais il y a une jeune qui m'a dit, ben, Madame Grâce, nous, on essaye, on met notre argent dans des projets, mais après, on échoue. Eh ben, il faut dire à ton invité de nous dire, est-ce qu'il existe des principaux sujets majeurs avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? L'échec, c'est normal. L'échec, c'est une partie de l'entrepreneuriat. C'est une partie. Bon, nécessairement, tu faut échouer. Faut échouer. Si tu n'échoues pas, tu ne réussiras pas. Il faut échouer, 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 et puis réussir. C'est comme ça. Si tu ne veux pas échouer, tu ne vas pas réussir. L'enfant, quand il commence à marcher, il tombe. Il tombe autant de fois, mais il ne compte jamais combien de fois il tombe. N'est-ce pas? Mais quand il va prendre la marche, il ne va plus tomber. C'est ça. C'est ce que je dis. Ce sont ces gens, comme je dis, on ne dit pas aux gens que c'est normal d'échouer. On ne dit pas aux gens que c'est normal d'échouer. Quand tu échoues pour la première fois, la deuxième fois, c'est nécessairement quelque chose de spirituel. Il y a un gars qui s'appelle Jack Ma. Jack Ma, c'est les Chinois les plus riches. Le gars, j'aime bien son histoire parce qu'il n'avait rien du tout qui pouvait faire qu'il puisse devenir riche. Et il a eu toutes les excuses au monde pour ne pas réussir. Il a échoué dans tout. Il a échoué. Il dit, à la fin, dans son histoire, il dit qu'il faut accepter que nous ne sommes pas exemptés de l'échec. Donc l'échec, ça fait partie de la vie. Donc c'est normal d'échouer. Mais ce qui est important, échouer, c'est relever et avancer. Un juste peut tomber 7 fois, mais il va se relever 7 fois à coup sûr. C'est Salomon qui dit ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes. C'est ça la vie. Vos grandes réalisations depuis la création des tickets coopération? Les formations de médecins. Ça, c'est vraiment ce que je suis fier de ça. Nous avons envoyé l'année passée 2 de nos médecins, des spécialistes. L'un était orthopédiste et l'autre était oncologue. Ils ont passé 3 mois de formation en Inde et ils sont rentrés avec leur certificat, leur brevet de training. C'est vraiment parmi les choses que je suis fier des tickets coopération. C'est un produit des tickets coopération. Et je crois après le confinement, on va continuer encore le training de nos médecins. Pour ceux qui veulent vous contacter, votre numéro, l'adresse et tout? On est sur Luisa 294, juste sur 24 novembre, en face de l'Académie des Beaux-Arts. Vous pouvez aussi nous voir sur Twitter, Instagram, Facebook.
c'est Ticket Coopération, comme c'est écrit en bas, Ticket Coopération sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, ou nous contacter par téléphone au 081 13 32 449. Donc 081 13 32 449. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs quels sont les services, à part la prise en charge médicalisée en Inde, il y a encore le visa touristique. On est dans le domaine d'études. Nous facilitons aussi des bourses d'études pour les étudiants qui veulent partir en Inde pour les études. Comme je dis, on représente aussi KIT University. KIT University, c'est parmi les grandes universités indiennes. Et nous avons des bourses avec Study in India, SII. C'est un programme que le gouvernement indien offre au monde. Les gens qui veulent étudier en Inde, ils ont des bourses. Et nous avons d'autres bourses partielles. Donc nous avons des bourses entières avec Study in India et les bourses partielles avec l'université pour aider les gens qui veulent partir pour les études. Et aussi pour le business, ceux qui veulent partir en Inde pour le business ou les Indiens qui veulent venir au Congo pour investir. Donc nous faisons les ponts dans ce domaine-là. Donc nous représentons Apollo Group, nous représentons KIT University et nous représentons Intello Healthcare. Intello Healthcare, c'est pour la fabrication et la livraison des équipements médicaux. Donc, si des hôpitaux ont besoin d'équiper leurs hôpitaux, ils ont besoin de machines, de matériel, des médicaments, des consommables, on peut leur aider à passer des commandes et à livrer dans les adresses qu'ils vont nous donner. Mais c'est dit que nous sommes presque à la fin, je dirais, de cette émission, mais je vous demanderai de regarder notre caméra, si vous pouvez lancer un message très fort à la jeunesse congolaise d'abord, à la jeunesse congolaise et à tous les gens qui voudront contacter Ticket Coopération et pourquoi pas à tous les Congolais en général. Moi, je dirais à la jeunesse d'oser, de ne pas avoir peur. Dieu nous a tous équipés avec le potentiel, avec les idées, avec des visions. Nous avons tous des rêves en nous. Mais ce qui nous manque, c'est cet élément déclencheur de faire le premier pas. Faisons le premier pas et n'hésitez pas avec le peu que nous avons, avec le 20 $ que nous avons pour boire ou bien pour acheter une chemise. Investissez ça sur nos projets et Dieu va faire le reste. Et c'est vraiment ça mon message. Pour ceux qui veulent venir nous visiter, je vous ai donné l'adresse. Et ceux qui sont malades, qui veulent partir se faire soigner en Inde, nous sommes là. Et on peut vous aider dans les démarches. Parce que l'Inde, c'est maintenant la capitale des soins médicaux modernes. Ça coûte très moins cher par rapport dans d'autres pays comme l'Europe, les États-Unis ou ailleurs. L'Inde, c'est, je crois, à 30 ou 50% moins que le coût qui est donné ailleurs. Donc, on vous attend dans nos locaux et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. J'ai une question qui m'est venue. Envisagez-vous un jour de faire la politique? Parce qu'il y a de ce jeune-là qui pense qu'aujourd'hui, c'est la politique qui est le centre de tout. Hein. Oui, mais moi, je ne me vois pas faire la politique. Je ne me vois pas faire la politique parce que c'est sale, vous allez vous salir et après... Moi, j'encouragerais plutôt la jeunesse de venir à l'entrepreneuriat. Pourquoi les gens se jettent à la politique? Parce que là-bas, ils pensent avoir de l'argent, ils peuvent dire n'importe quoi et gagner de l'argent. Or, en faisant ton propre entreprise, en faisant tes propres affaires, tu peux avoir de l'argent. Parce que tout ce qui les pousse à aller vers la politique, c'est l'argent facile en fait. C'est l'argent facile. Ok, dans l'entrepreneuriat, c'est de l'argent pas facile, mais l'argent que tu peux gagner par la sueur de ton front. Et je dirais à la jeunesse qu'il ne faut pas aimer ce qui est facile. Si tu fais ce qui est facile aujourd'hui, demain ta vie sera difficile. Mais si tu fais ce qui est difficile aujourd'hui, demain ta vie sera facile. Donc on a le choix. Soit la facilité, soit accepter de boire la coupe. Ce que Jésus disait dans sa conférence de leadership, quand on lui demandait de s'asseoir à sa gauche et à sa droite. C'était Jean et Jacques. Ils ont demandé à Jésus, garantissez notre position à votre gauche et à votre droite quand vous allez rentrer dans votre royaume. Jésus les a dit, ce n'est pas à moi de vous mettre à ma gauche et à ma droite. Pouvez-vous boire la coupe que moi je veux boire? La coupe, c'est les sacrifices en fait. Donc acceptons de payer ces sacrifices. Donc tout ce que nous voulons. Vous voulez devenir un grand journaliste, attachez-vous avec des grands et payez les prix. Vous voulez devenir un grand businessman, c'est bien.
attachez-vous avec des grands businessmen et acceptez de payer les prix. Vous ne payez pas les prix, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous aimez ce qui est facile aujourd'hui, ok, vous avez ce qui est facile aujourd'hui. Mais demain, la vie sera difficile. Merci beaucoup, merci de répondre très positivement à notre invitation. J'espère que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cet entretien. Nous avons eu la grâce de recevoir le président essai et audétique et coopération spécialisé dans la prise en charge médicalisée à l'étranger, précisément en Inde. Je vous prie de suivre cet entretien avec attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Merci et au revoir. Au revoir. Oh.